D'après vous, quel est le point commun entre les radars militaires de la Seconde Guerre mondiale et une barre de chocolat? Grâce à eux, on a pu mettre au point un outil dont vous vous servez tous les jours. À l'époque, la technologie était révolutionnaire. Des ondes radio étaient projetées dans les airs. Dès qu'elles rencontrent un obstacle, elles rebondissaient dessus pour revenir au point de départ. Parfait pour repérer les avions. En calculant le temps qu'elles mettent à revenir, on pouvait connaître la hauteur, la position et même la vitesse de l'ennemi. Mais pour y arriver, on avait besoin de ça. Une boîte dans laquelle les électrons sont excités par un courant électrique. En revenant à leur état normal, ils vont libérer des ondes qui seront ensuite projetées hors de l'appareil. Quel rapport avec le chocolat? En essayant d'améliorer l'efficacité des magnétrons, un ingénieur américain s'est rendu compte qu'une barre chocolatée posée à côté commençait à fondre. Pourtant, il n'y avait aucune source de chaleur. Il venait de découvrir que l'appareil pouvait émettre des micro-ondes, les mêmes que dans votre cuisine. C'est pas la seule fois où les technologies militaires ont débouché sur des avancées dans d'autres domaines des sciences. Alors, malgré tout le mal qu'elle apporte, est-ce que la guerre permet à la science d'aller plus loin? Les avions les plus rapides. Il y a 100 ans, un avion de combat, ça ressemblait à ça. Une armature en bois, deux roues, un moteur, c'est tout. Même pas de cockpit, ça devait cailler. On s'en servait surtout pour faire du repérage ou lâcher les bombes à la main. Certains pilotes se seraient même contentés de balancer des briques pour essayer de toucher les ennemis. Pour les combats, c'était plus compliqué par contre. Au départ, les mitrailleuses étaient fixées sur le toit des avions. Pas évident de viser. Pour arranger ça, on a trouvé des solutions comme mettre l'arme devant le siège, mais ça posait d'autres problèmes. Il y avait l'hélice juste devant le canon. Il a fallu trouver le moyen de relier le détendeur de l'arme directement au moteur. Comme ils étaient synchronisés, les tirs ne partaient que lorsque l'hélice était hors du chemin. Mais ça résout pas tout. Pour recharger, il fallait carrément lâcher le manche à balai. C'était parfois plus simple de dégainer son pistolet et de se rapprocher de l'avion ennemi pour lui tirer dessus. Au début de la seconde, ils avaient déjà bien changé. Roues rétractables pour l'aérodynamisme et la vitesse. Canon dans les ailes avec plus de 2000 munitions. Cockpit pressurisé pour respirer en haute altitude. Et surtout, fini le bois, on passe à des alliages d'aluminium. Plus résistants, plus légers, mais surtout plus flexible. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos où on voit l'aile d'un avion qui se plie durant le vol. Ça peut faire peur, mais si c'était pas le cas, ça serait encore plus dangereux. Avec les avions en bois, l'aile était trop rigide. Pendant un virage ou une manœuvre à haute vitesse, il arrivait souvent qu'elle se brise. Tout ça, ça a permis de passer de 151 km/h en 1914 à plus de 536 km/h en 20 ans. Et ça s'est pas arrêté là. À la fin de la guerre, on était presque capable d'atteindre le mur du son avec 878 km/h. Le premier avion à réaction de l'histoire. L'air est aspiré à l'intérieur du moteur avant d'être comprimé par une turbine. Une fois que la pression a augmenté, du carburant est projeté à l'intérieur pour créer un mélange explosif enflammé par une étincelle. La puissance dégagée traverse le moteur et entraîne une turbine sur son passage. C'est ça qui va propulser l'avion. Une découverte allemande qu'on trouve aujourd'hui sur la plupart des avions militaires ou civils. Et si vous pensez qu'ils avaient atteint leurs limites, vous vous trompez. La guerre pour la conquête spatiale. Vous n'avez sûrement jamais vu cette photo. La toute première image de notre planète vue depuis l'espace. Elle a été prise par les États-Unis et elle cache un grand secret. La fusée qu'ils ont utilisée avait été volée. Et c'est pas la seule. Plus de 300 récupérés pendant la guerre et ramenés en Amérique. Où ils ont trouvé tout ça? Parmi les stocks militaires allemands. Un an avant la fin de la guerre, la Wehrmacht travaillait sur de nouvelles armes. Leur but était d'atteindre une cible située à plus de 200 km. Et ils y arrivent en créant le tout premier missile longue distance de l'histoire. Ça ressemblait beaucoup à un avion. Mais très vite, il l'améliore et le V2 voit le jour. 5760 km/h de vitesse de pointe, capable d'atteindre une cible à plus de 300 km. Quel rapport avec la création de la NASA? C'est ces missiles qui sont devenus les premières fusées à quitter notre planète. Ils étaient composés de 5 compartiments. Le premier à la tête contenait les explosifs chargés de se déclencher à l'impact. Le second contient les modules de commande, des gyroscopes capables de déterminer l'orientation du missile et de corriger sa position dans les airs. Ensuite, il y a le carburant, composé à 75% d'éthanol et 25% d'eau. Et surtout, de quoi faire brûler tout ça. 4 tonnes d'oxygène liquide qui allait être pompé en même temps que le carburant. Ça crée un mélange explosif capable de générer 25 000 kg de poussée. Suffisant pour s'arracher à l'attraction terrestre et atteindre l'espace. Forcément, une fois la guerre terminée, la technologie n'allait pas être abandonnée. Tous les premiers essais américains ont été réalisés en utilisant ces roquettes volées et désamorcées. Et heureusement, parce que les bombes avaient déjà fait assez de dégâts. La guerre des ondes. Entre 48 000 et 240 000, c'est le nombre de bombes tombées sur Londres durant les raids allemands. Plus de 12 000 tonnes d'explosifs, plus lourds que la tour Eiffel. Dites-vous que 90% ont été lâchés au milieu de la nuit. Pour faire plus de victimes? Pas vraiment. C'était surtout pour éviter que les avions soient abattus. Mais à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Comment les pilotes pouvaient trouver leur chemin dans le noir complet et rentrer sans se perdre? Du côté anglais, on se servait des étoiles pour se repérer. C'est pas une blague. Les avions étaient équipés de petites bulles transparentes permettant de voir le ciel à 360 degrés. En se servant d'un sextant et en faisant des calculs
calcul, les pilotes trouvaient leur cap, beaucoup trop archaïque, parce qu'en face, ils avaient mis au point un système révolutionnaire, capable de guider les avions dans l'obscurité sur plus de 250 km. L'ancêtre du GPS. Ils utilisaient d'immenses antennes radio. On en orientait un vers la cible à atteindre avant d'émettre une onde radio. En se réglant sur la bonne fréquence, les pilotes entendaient dans leur cockpit un signal sonore, puis ils déviaient de l'onde et plus le son devenait faible. Grâce à ça, ils pouvaient maintenir un cap parfait, même en pleine nuit. Mais comment savoir à quel moment ils étaient au bon endroit? Pour ça, une deuxième tour envoyait également une onde. Le point d'intersection des deux correspond à l'endroit ciblé. En captant le second signal, les pilotes savaient qu'ils devaient ouvrir les soutes. Avec 12 antennes réparties sur le nord de l'Europe, ils pouvaient atteindre n'importe quelle cible. Aujourd'hui, elles ont été démontées, mais on peut encore voir leurs traces. Les Anglais sont restés impuissants face à ça, jusqu'à ce qu'un physicien détecte les ondes radio. En étudiant leur parcours, il arrivait à prévoir la prochaine cible, l'usine Rolls-Royce qui avait fabriqué les moteurs d'avion. Une fois le mécanisme compris, les stations de radio anglaises ont commencé à diffuser des bips sonores sur la même fréquence, faisant perdre le cap à de nombreux pilotes. Forcément, les ingénieurs allemands en sont pas restés là. Ils ont changé de fréquence et de méthode. Cette fois, l'avion ne suit pas un signal, mais va passer au travers de trois différents. Le X-Gerat. Chaque fois qu'il en traverse un, une horloge mécanique effectue une série de calculs pour déterminer la vitesse de l'avion. Grâce à ça, elle peut déterminer le moment exact où la bombe doit être larguée. Beaucoup plus dur à contrer, jusqu'à ce que par chance, un avion soit abattu et que les systèmes soient retrouvés intacts à l'intérieur. Une fois contré, le physicien est allé plus loin. Il a étudié la technologie allemande pour prévoir le prochain système de guidage. Et il y arrive. Pas de bol pour les Allemands, John c'est prêt et ils ont choisi la fréquence utilisée par la BBC. Tous les signaux atterrissaient dans leurs locaux à Alexandra Palace. Ils avaient plus qu'à répondre en envoyant de fausses informations. Durant des semaines, des pilotes accusaient la base de faire des erreurs pendant que les techniciens au sol cherchaient un problème technique. Ça a beaucoup amusé Jones et comme il l'avait prédit, après cet échec, l'armée allemande a totalement abandonné ses efforts pour développer de nouveaux systèmes, permettant à l'Angleterre de remporter une grande victoire. La naissance des ordinateurs. Le décryptage d'Enigma, une des batailles scientifiques les plus célèbres de l'histoire. C'était une petite boîte portable qui servait à coder les messages du commandement allemand. Le problème, c'est que ça marchait super bien. Les lettres semblaient complètement aléatoires. Pas étonnant, chaque fois qu'une nouvelle touche est pressée, les rotors de la machine changent de position pour rendre le code imprévisible. C'est leur position initiale qui détermine le codage. Et il pouvait y avoir jusqu'à 10 puissance 20 combinaisons différentes. Hors de question de les tester une par une. Surtout que les Allemands la changeaient chaque matin. Le gouvernement anglais a donc mis en place une unité spéciale, des mathématiciens recrutés pour percer le secret. Et ils ont réussi. Grâce à leur effort, des millions de personnes ont été sauvées et la guerre aurait été écourtée de 2 ans. C'est l'histoire racontée dans le film Imitation Games. Et ça s'est pas vraiment passé comme ça en fait. On était déjà capable de décrypter Enigma depuis des années avant que la guerre commence. Les services français avaient obtenu les documents de fabrication de la machine. Ils ont transmis ça au gouvernement polonais et les années suivantes, une équipe avait trouvé un moyen de craquer le code en se servant des maths. Bon, ça prenait quand même du temps. Quand les Allemands ont commencé à changer les paramètres chaque jour, c'est devenu impossible pour eux de suivre le rythme. C'est pour ça qu'ils ont mis au point une machine capable de le faire à leur place, la bombasse. Une simple boîte constituée de rotors mais plus efficace que 28 cryptographes entraînés. En moins de 2 heures, la clé était trouvée et on pouvait traduire le message. Quand la guerre a commencé, les Polonais ont transmis leur plan aux Alliés en leur expliquant comment fabriquer la machine. Donc le but de l'équipe Ultra a jamais été de percer à jour Enigma. Ils savaient déjà le faire. Ce qu'ils voulaient, c'était le faire encore plus vite et quelles que soient les techniques allemandes pour rendre le code compliqué. C'est là que Turing entre en jeu. Il met au point une gigantesque armoire de presque 1 tonne composée de 36 machines Enigma travaillant simultanées pour tester toutes les combinaisons possibles. La même que dans le film. C'est plus efficace, mais pas suffisant. À force de rechercher et grâce à d'autres mathématiciens, ils trouvent un moyen de doubler la vitesse de travail. Presque 200 ont été fabriqués au total et répartis à travers l'Angleterre et les États-Unis. Plus la guerre avançait et plus elle devenait performante, jusqu'à aboutir à ça, le Colossus Mark I. 1000 opérations par seconde. Ils sont même allés plus loin en construisant son grand frère, le Mark II, 5 fois plus puissant. Le jour du débarquement, c'est lui qu'on utilisait pour décrypter les messages. Et ce n'est pas le seul à avoir vu le jour. En Amérique, ils avaient leur propre modèle, le tout premier ordinateur programmable. Il est entré en activité une fois la guerre terminée, mais a été beaucoup utilisé pour les calculs liés à la fabrique d'armes nucléaires. La course nucléaire. C'est un secret pour personne, l'utilisation de la bombe atomique a été l'un des points les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 250 000 morts en un seul bombardement. Une telle puissance, ça se maîtrisait pas aussi facilement. Il faut plusieurs décennies de recherche pour y arriver, pourtant, dans ce cas, 7 ans ont été suffisants. En 1938, par 2 scientifiques allemands qui ont découvert la fission nucléaire. Un atome est composé de 3 particules, les protons et les électrons qui sont chargés positivement et négativement. Ils sont en nombre égal pour que leur charge électrique soit neutre. Et caché dans le noyau,
on trouve aussi des neutrons. Normalement, il y en a autant que les autres. Mais comme ils n'ont pas de charge électrique, on peut en ajouter autant qu'on veut sans changer les propriétés de l'élément chimique. S'ils sont trop nombreux, le noyau commence à devenir trop gros et ça le rend instable. Si on en ajoute un de plus, tout s'effondre. Le noyau se brise pour se séparer en deux atomes plus petits et plus stables et en libérant l'énergie emmagasinée. Quand la fission a lieu, les neutrons sont projetés et vont percuter d'autres atomes instables pour les faire se briser à nouveau. Grâce à cette découverte, Otto a remporté le prix Nobel de chimie et lisse absolument rien. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas recevoir de récompense. Forcément, un projet allemand a été monté pour mettre au point la première bombe atomique. Mais face au manque de résultats rapides, le projet est laissé de côté. Le régime préférait travailler sur les missiles V2 qui avaient déjà prouvé leur efficacité. Sans ça, les Allemands auraient découvert la bombe avant les Américains et renversé le cours de la guerre. Quoique, pas sûr en fait. Un deuxième projet avait lieu pour exploiter l'énergie nucléaire et alimenter le réseau électrique. Si vous avez vu Breaking Bad, vous connaissez déjà celui qui était à sa tête, Heisenberg. Il étudiait les conditions optimales pour générer de l'énergie et à quel moment la réaction pouvait devenir critique. Leur machine était composée de 664 cubes pesant chacun 2,4 kg. Ça faisait plus d'1 tonne d'uranium radioactif placé dans une cuve à peine étanche. Au moindre problème, ils auraient été bombardés de radiation. Mais heureusement, ils n'ont jamais obtenu de résultats suffisamment intéressants. L'uranium n'était pas assez enrichi en neutrons et donc ne libérait que peu d'énergie. Plus la guerre avançait et plus les usines les fournissant en matières premières étaient détruites, mettant fin au projet petit à petit. Beaucoup d'innovations qui ont vu le jour à cette époque existaient déjà avant sous forme de prototypes. C'est le cas de la pénicilline ou de la transfusion sanguine. Les techniques d'exploitation et d'utilisation ont été grandement améliorées durant la guerre pour augmenter les chances de survie des soldats. À ce moment, c'était une nécessité, donc les recherches dans ce domaine pouvaient recevoir plus d'argent qu'en temps de paix, accélérant leur vitesse de progression. Et si vous pensez que le rythme ralentit depuis, vous vous trompez. La domination scientifique est toujours aussi forte entre les États. Détenir des technologies en avance sur les autres assure une puissance politique. Surtout qu'une grande partie d'entre eux recherchent face à un ennemi commun, la crise climatique. Pour résoudre le problème, les États dépensent sans compter et on voit apparaître plein de technologies innovantes. Nouveaux panneaux solaires, énergie marémotrice, fusion nucléaire, hydrogène, on verra peut-être bientôt arriver la technologie permettant de réparer nos erreurs.